Le brisket, vous savez, moi je vais chaque année depuis 30 ans aux États-Unis pour le barbecue. Chaque année, je suis au Texas et chaque année, j'apprends tout le temps le brisket. Et j'en ai fait si vous avez déjà regardé mes vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, j'en ai fait des centaines de briskets et dans mes restaurants, etc. Mais bon, bref, le brisket, c'est quelque chose que tout le monde essaie de faire déjà beaucoup trop tôt. Plein de débutants essaient de faire un brisket, mais vous savez que le brisket, c'est vraiment la viande la plus compliquée à cuire. Même si ça paraît tout bête de mettre dans le barbecue et puis de la laisser fumer pendant 10 heures, 15 heures, peu importe. La chose la plus importante à savoir au niveau du brisket, c'est la gestion du feu. Et même dans un kettle, vous pouvez faire un bon brisket comme aux États-Unis. La seule chose, c'est qu'il y a des trucs à savoir sur la gestion du feu, sur l'utilisation du bois, sur la préparation du brisket. Et avant toute chose, et c'est la première chose que je vous ai expliqué, c'est la qualité de la viande. Voilà, et ça, c'est le vrai gros problème quand je vois sur les réseaux sociaux les gens qui me disent à chaque fois, regardez chef, mon brisket, je l'ai raté, c'est trop sec. C'est pas forcément parce que vous avez fait une erreur, c'est simplement parce que la viande n'est pas adaptée en France pour faire le brisket. Et on n'en peut rien, c'est comme ça. Le seul brisket que vous allez pouvoir vraiment réussir, c'est avec du brisket de Black Angus américain et encore pas n'importe lequel. Quand je reste aux États-Unis 2-3 mois pour travailler, les marques pour lesquelles je travaille, à chaque fois, j'ai tendance à aller chez Walmart acheter un brisket parce qu'il coûte rien, il coûte 1,50 $ la livre, donc ça fait 3 € du kilo. On est très loin des prix européens, je sais. Le seul problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a 3 qualités de brisket et tout ça est géré par une espèce de service vétérinaire en fait. Bon, là-bas, ça s'appelle la FDA. Les 3 qualités, on a le Select, le Prime et le Choice. Alors, le Prime, c'est le plus haut de gamme et c'est ça. Ça, c'est un Prime qui vient de la ferme Creekstone Farm. Et c'est avec ces briskets-là que Aaron Franklin fait ses 108 briskets tous les jours. Il en fait 108 tous les jours. Si vous me suivez, vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps chez lui cette année et j'ai eu l'occasion vraiment de discuter longtemps avec lui. Et c'est uniquement avec le brisket de chez Creekstone. Alors vous allez dire, ouais, mais tu l'as fait comment pour l'avoir en France? Eh bien, simplement, je l'ai eu chez Metro, sur commande, bien sûr, mais il y a plein de bouchers, notamment celui-là, c'est Boucherie Dynamique qu'on peut retrouver en ligne, qui me l'a commandé, qui me l'a eu et voilà. Alors le prix, malheureusement, on n'est pas sur le même prix que les prix américains, bien sûr. On est sur des prix plus élevés, mais c'est le seul moyen de ne pas rater le brisket. Je veux dire, vous pouvez faire du brisket pendant 20 ans. Si vous faites ça avec du charolais, pendant 20 ans, vous allez faire du carton. C'est impossible de réussir un brisket en charolais. J'ai essayé plein de races, même avec de la blonde de Galice, par exemple, la Rubia Gallega maturée 60 jours, etc. Vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Et c'est là que je vais vous faire participer. Je veux vraiment que vous compreniez. Un brisket, il y a 3 types de graisse dedans. Il y a le gras souple qu'on va retrouver au-dessus de la viande. Il y a le gras dur et puis il y a le gras intramusculaire. Et ces 3 gras ne rendent pas leur gras à la même température au même moment. Et ce sont des choses qu'il faut simplement savoir apprendre avec le temps. Au niveau du nettoyage de la brisket, au niveau de sa préparation et surtout au niveau de la cuisson. Je vais le découper, je vais vous le montrer. Le gras intramusculaire, c'est le gras le plus important, évidemment. Si vous avez une viande qui est légèrement maigre ou qui n'est pas très persillée, à chaque fois, vous allez rater votre brisket, à chaque fois. Et ça ne sera pas de votre faute, parce que si vous me donnez le même brisket que le vôtre, qui n'est pas un pur Black Angus qui vient en Select ou en Prime, donc d'une qualité supérieure, je vais la rater aussi. Je veux dire, je ne suis pas Dieu, hein, on est bien d'accord. Donc, je ne vais pas faire mieux qu'un autre, il n'y a rien à faire, ok? La deuxième chose qu'il y a à savoir sur le brisket, hormis sa préparation, les épices, etc., c'est au niveau de la cuisson, au niveau du feu. On a tous tendance, surtout quand on démarre le barbecue, à mettre beaucoup de charbon de bois. Dans un barbecue comme mon Napoléon ici, je vais utiliser grand maximum 10 à 12 briquettes, ok, si on utilise des briquettes. Si vous utilisez du charbon, le problème c'est que vous allez devoir rajouter très régulièrement du charbon de bois, parce que le charbon, vous savez, ça met beaucoup moins de temps à se consumer que les briquettes. Et donc la chose la plus importante au niveau de la gestion du feu, c'est d'avoir un airflow, ok, donc la circulation de l'air entre le bas du barbecue et le haut du barbecue, elle doit être maximale
cale tout le temps. C'est-à-dire qu'on doit tout ouvrir en permanence. Et je sais que dans les vidéos que vous voyez sur YouTube, on vous dit une brisket, ça se cuit à 110 degrés parce que ça correspond à 225 degrés Fahrenheit. On vous dit qu'on va régler la sortie, la cheminée au minimum pour avoir un flux. Mais le vrai barbecue américain, je m'exténue à le dire depuis des années maintenant, le vrai barbecue américain ne correspond pas au fumage français, au niveau ni de la température, ni au niveau de la gestion du feu et de l'air. Si vous voulez réussir le barbecue comme chez Melt, j'espère que vous avez tous été manger leur brisket, dites-moi un petit peu, le brisket de chez Melt, est-ce que vous sentez très fort le goût de la fumée? C'est très moyen, c'est très moyen. On le sent, d'accord? Mais c'est très moyen. Par contre, est-ce que vous avez aimé le brisket de chez Melt? Voilà. Le vrai barbecue américain, vous ne sentez pas ce fumet très présent. Que ce soit pour les ribs, que ce soit pour le pulled pork, que ce soit pour le brisket, le poulet ou quoi que ce soit. Et la différence entre donc le barbecue à la française ou à l'européenne et le vrai barbecue américain, c'est cette gestion du feu, des flammes et de l'airflow. Et donc, il faut un flux d'air maximum pour pouvoir avoir des flammes dans le barbecue. Or, le problème sur un barbecue comme un kettle, si vous n'avez pas d'offset à la maison, le flux d'air, il est régi par l'entrée, par la cheminée qui est toute petite, et donc le flux d'air est assez minime. Et quand vous fermez le couvercle, forcément, vous étouffez votre feu. C'est tout à fait normal et ça fume un peu plus blanc. Si vous avez un Kamado, c'est très compliqué de faire un vrai feu pour le barbecue américain parce que vous êtes obligé de faire un feu qui n'est pas plus gros que mon poing avec du bois dedans et ce bois doit brûler. Mes chunks ici, quand je vais mettre mon charbon de bois, je vais attendre que mon chunk brûle parce que j'ai besoin de flammes. Et pourquoi j'ai besoin de flammes? Simplement parce que les bonnes saveurs gustatives et olfactives du vrai barbecue américain, elles ont lieu quand le feu est aux alentours des 350 degrés. Alors moi, je suis plus technique que pratique, d'accord? Donc je vous explique vraiment la technique et puis vous goûterez ce soir. Mais donc, ce feu, aux alentours des 350 degrés, le bois a séché, on n'a plus de fumée blanche, on a une fumée bleue vraiment parfaite, transparente, complètement transparente. Même dans un Kamado, c'est possible, mais il faut vraiment savoir gérer et tout ouvrir au maximum en permanence. Le problème, c'est que même avec une seule poignée de charbon de bois ou 2 poignées de charbon de bois, quand vous ouvrez tout en permanence, la température monte assez fort, ok? Eh bien, c'est pour ça que tous les professionnels du barbecue aux États-Unis ne cuisent pas à 110 degrés. Le brisket, c'est toujours entre 250 et 300 Fahrenheit, c'est-à-dire entre 130 et 150 degrés. C'est ce qu'on appelle le hot and fast. Au lieu d'être du low and slow à 110 degrés pendant très longtemps, c'est du hot and fast parce qu'on est entre 130 et 150, 160 degrés. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué de bien réussir la gestion de son feu parce que jouer sur ces températures-là, on est très vite à 180-200. Et ça, c'est trop haut. Alors, quand vous voyez le brisket ici, malheureusement, je dis bien malheureusement, le boucher, il a voulu être trop sympa, il me l'a déjà nettoyé. J'aurais voulu garder le fat cap complet, mais il l'a déjà nettoyé, bon, c'est pas grave. Là, en fait, j'ai le flat, il a retiré la pointe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. La pointe, de toute façon, c'est juste le deuxième muscle qui est plus gras encore que le reste. Déjà, vous le voyez, le gras intramusculaire qu'il y a ici, on le voit très bien. Alors, maintenant, ce que je voulais vous faire comprendre au niveau des graisses, quand vous nettoyez un brisket, les graisses molles comme ici, en fait, il faut les laisser. Et je sais que quand vous regardez des vidéos aux États-Unis, ils nettoient complètement un brisket. Là-bas, c'est pour certaines raisons, mais il ne faut pas faire ça chez nous. Ok, eux, ils travaillent sur des offsets qui sont colossaux, d'accord? Des trucs de 3000, 4000 litres. C'est gigantesque. Et donc, ils peuvent se permettre de retirer entièrement la graisse. Ici, si vous faites ça dans votre Kamado, dans un kettle, ça ne va pas le faire. Il faut laisser la graisse sur la partie flat. Par contre, sur la pointe, là, il faut la retirer, d'accord? Au-dessus. Et on a d'autres graisses ici. Il faudra toucher ici aussi, donc la graisse molle. Et ici, vous allez tomber sur des graisses dures, qu'on sent vraiment très bien si je retourne ma viande ici. Ces graisses-là, il faut essayer de les retirer. Ça ne sert à rien de faire un trou dans votre brisket, vous pouvez le laisser, mais il faut essayer de retirer le maximum. Et comme je vous dis, il a déjà été nettoyé en grande partie, donc voilà. Tout ce qui est derrière, en dessous, donc tout ce qui est membrane, tout ce qui est ce type de gras, on le retire. Ok, donc ça je retire. Ça reste en dessous. La graisse que je vous dis de laisser au-dessus, sur la partie plate, c'est simplement pour que votre viande ne se dessèche pas trop vite parce que vous n'allez pas jeter. Voilà, donc on va retirer en longeant tout ce qui est membrane parce que ça, les membranes sont complètement imperméables et à la fumée et aux épices.
d'accord? Alors il ne faut pas non plus être à 100%, hein. On peut laisser un petit peu, mais on va retirer le plus gros, le plus sale, quoi. Ça, on va retirer. Ok, mais je vais vous faire toucher ça tout de suite. Ok, là par exemple, ici je suis la courbe du brisket, je ne vais pas creuser et faire un trou dans la viande, d'accord? Je vais laisser cette partie-là, c'est bon. Ok, je ne vais pas plus loin. La difficulté du brisket aussi, c'est de ne pas arriver à du pulled, comme le pulled beef ou le pulled pork, ok? Donc il faut arriver à pouvoir le cuire assez longtemps, arriver à une température où la viande se détache, sans pour autant qu'elle ne s'effiloche, ok? Et ça, aujourd'hui, on vous dit tous dans les livres, sur YouTube, on vous dit qu'il faut arriver à 92-93 degrés. De nouveau, pourquoi 92-93? C'est simplement parce que le collagène qu'il y a dans le muscle, ce collagène fond à partir de 89 degrés. 89-90, il fond et c'est pour ça que vous arrivez à effilocher votre viande sur le pulled pork par exemple. Mais le brisket, c'est pas le cas, c'est pas tout à fait pareil en fait. Et le brisket, quand on va le terminer, le meilleur moyen de savoir s'il est cuit à la perfection, c'est de prendre votre thermomètre instantané, l'aiguille, et vous piquez. Et si ça rentre comme dans du beurre pommade, eh bien, c'est parfait. Si c'est dur, il faut le laisser. Alors maintenant, je vais couper un morceau pour que vous voyez vraiment le gras intramusculaire. Et c'est là que vous allez vous rendre compte à quel point le plat du brisket est beaucoup plus maigre que quand on se dirige vers l'arrière et vers la pointe. Et ça, si vous n'avez pas ce type de viande, c'est même pas la peine d'essayer de faire du brisket. Vous comme moi, on va le rater. On vous a tous dit, au niveau du brisket, il faut l'emballer dans du papier bouché. Vous connaissez tous le papier bouché maintenant. Je vais vous montrer une technique que quasiment tous les Texans font maintenant. On n'utilise plus de papier bouché. On n'emballe pas entièrement le brisket dans du papier aluminium. On fait ce qu'on appelle un foil boat. Foil boat, c'est un bateau avec de la foil, donc avec le papier aluminium. On va faire un bateau. Quand le brisket est aux alentours des 65 degrés Celsius, et pas plus, parce que tout le monde pense en France qu'il faut être à 70, 75. Non, c'est 65. Pourquoi 65 degrés? Simplement parce que c'est à 65 degrés que l'eau qu'il y a dans le muscle s'évapore. Et donc si vous attendez 75 degrés, vous avez déjà perdu énormément d'eau dans votre viande. Et ça, c'est valable pour le pulled pork, c'est valable pour tout en fait, vraiment pour tout. Ça, c'est important à savoir. Ok, à 65 degrés, je retire le brisket du barbecue et je vais faire le foil boat. Vous allez mettre votre brisket donc à 65 degrés, donc avec déjà un beau bark, une belle couleur. On fait une croix avec le papier aluminium. Bon, ça, je fais ça vite fait parce que je double le papier d'aluminium évidemment. Et puis, on va rapprocher le papier d'aluminium tout autour du brisket, comme ceci. Voilà, donc je protège bien les côtés pour ne pas que les côtés s'assèchent, mais je laisse tout le dessus du brisket à l'air libre et je remets dans le barbecue. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà entendu parler du Texas Crunch? Le Texas Crunch, c'est quoi? C'est quand on n'utilise que du papier aluminium. Et c'est quoi? C'est que tout le bark qu'il y a à l'extérieur de la viande, donc toute cette croûte qui s'est formée pendant ces heures de cuisson, à cause du papier aluminium et de l'effet vapeur qui l'englobe, la croûte devient complètement molle. Okay, et c'est pour ça qu'on utilise du papier bouché plutôt que le papier aluminium. Il y a 3 écoles en fait. Papier bouché parce que le papier bouché va permettre de continuer à aérer le brisket et de, on va dire, moins ramollir cette croûte, ce bark et moins l'abîmer. Parce que quand vous le emballez et que vous déballez à la fin, tout ce bark, ça a tendance à vraiment s'abîmer. D'accord? Et du coup, le foil boat, c'est un peu la solution parce que j'arrive à protéger ma viande au niveau de l'humidité sur les côtés, mais je garde tout le dessus disponible pour continuer à recevoir de la fumée, pour continuer à sécher et donc créer une vraie croûte et le brisket devient légèrement croquant. Donc le foil boat, ça c'est la technique intermédiaire qui permet de continuer à récolter les jus dans le papier aluminium, donc vous allez pouvoir renverser les jus après, tout en gardant la viande à l'air libre. Alors évidemment, c'est même pas la peine de penser à faire ça sur du charolais, on est bien d'accord, hein. Ça n'est valable que quand on a une viande persillée comme celle-là. Au Texas, ils mettent en dessous de leur rub, ils mettent plusieurs choses. Ils mettent d'abord une première couche de cassonade. Alors qu'on vous a toujours dit c'est des poivres, pas de sucre, ils mettent de la cassonade. Ils mettent un premier sel en dessous de leur rub. Ça s'appelle le Lowry Seasoning qu'on peut trouver sur Amazon, qu'on peut trouver un petit peu partout. Et ils viennent mettre après effectivement leur rub. Et avant toute chose, ils vont toujours humidifier leur viande avec, pour certains, de la moutarde américaine comme on le fait pour les ribs, mais pour la plupart avec de la sauce anglaise, la fameuse Worcestershire
Worcestershire sauce parce que la sauce anglaise contient déjà du sel, contient surtout des anchois et les anchois favorisent le côté umami du brisket. Après, si vous mettez que du sel et du poivre, c'est pas grave. Mais ces fameuses saveurs qu'on peut retrouver dans les barbecues aux États-Unis, ils mettent pas que du sel et du poivre. Ok, donc je mets un peu de sauce, c'est simplement pour humidifier ma viande. Jamais on met de l'huile sur une viande. Jamais. C'est parce que l'huile sature les pores et donc le sel ne rentre plus, les épices ne rentrent plus. On ne met jamais, même sur un poulet, jamais. Vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre du vin, du liquide, n'importe quoi, pas d'huile. J'ai humidifié ma viande, je commence par l'arrière évidemment, ok, et puis je viens mettre mon rub. C'est mon rub brisket en fait, qui est un mélange de sel, de poivre, d'ail, de paprika, d'un petit peu de sucre et d'un petit peu de perlimpinpin. Alors je fais quoi avec tous ces déchets? Parce que là c'est un petit brisket, mais à la maison, normalement un brisket USDA Prime comme ça, il fait entre 7 et 12 kilos. Donc voilà. Et je fais quoi avec tout ça? Eh bien je passe tout au mixeur et je fais des saucisses texanes, des saucisses de bœuf. Le gras qu'on récupère, si le gras dur, vous pouvez le fondre pour faire du blanc de bœuf. Et le blanc de bœuf, on peut le mettre sur le brisket. Ils le font beaucoup aux États-Unis avec du blanc de bœuf de Wagyu. Et maintenant, le barbecue. Et donc le barbecue, je vous ai dit, un tout petit feu pour aller chercher aux alentours des 130, entre 130 et 150 degrés. Et donc là, j'ai même pas une demi-cheminée et je vais même pas mettre la moitié. Voilà, là j'ai plus cassé. C'est là qu'il faut être vigilant parce que comme on est à des températures plus élevées que les 110 degrés qu'on vous a appris, eh bien forcément ça va beaucoup plus vite. Et il faut être vigilant aussi sur le dessèchement de la viande pendant la cuisson, surtout dans un kettle. Je ne mets pas de bac d'eau. Trop d'humidité dans le barbecue va empêcher la formation du bark. Donc on a besoin de beaucoup d'humidité, mais il ne faut pas trop d'humidité. Alors, le bois. Ici, je vais utiliser du prunier. Prunier chêne. Il faut un bois assez fort quand même pour le brisket. Le prunier, c'est exceptionnel en termes de saveur de fumée. C'est vraiment terrible. Et ça, même les Ricains, ils n'ont pas. Donc, franchement, on a de la chance avec ça. Et celui-là, le Napoléon, c'est une pure tuerie. J'ai mis 2 Bocheng. Ça fume direct parce que mes braises sont chaudes. Mais le truc maintenant, c'est d'avoir de la flamme. Donc, je vais ouvrir au maximum l'aération, l'entrée d'air pour avoir un maximum d'oxygène pour que mon bois brûle le plus vite possible. Mais tant que mon bois ne brûle pas, je ne mets pas ma viande dans le barbecue. Et donc dans un barbecue comme le Napoléon ici, au niveau taille, c'est juste parfait pour faire une cuisson indirecte. Vous mettez 2 poignées de charbon, 2 poignées de briquettes sur le côté. Vous laissez la grille à demi ouverte, ça c'est génial parce que si vous devez remettre quelques briquettes pour remonter la température, c'est déjà ouvert, vous n'avez pas besoin de retirer quoi que ce soit, c'est déjà fait. Au niveau de la hauteur de la grille, on va essayer d'être le plus loin possible du feu bien sûr, ok, puisqu'on est parti sur 5-6 heures. Un morceau comme ça, je suis parti sur entre 4 et 6 heures, à 150 degrés environ, d'accord ? Mon feu est par là, d'accord? Donc je vais mettre la partie la plus épaisse du côté du feu. Pourquoi? Parce qu'elle va cuire forcément. On va essayer d'équilibrer le temps de cuisson. Mais là, comme je n'ai que quasiment un flat, pour le peu de pointe qu'il m'a laissé, le boucher, ça n'a pas trop d'importance. Et donc maintenant je ferme et je laisse ouvert au maximum. Voilà, alors là, vous voyez que ça fume bien parce que c'est en train de sortir de partout. Ok, donc là, je suis à 150 degrés. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour diminuer un petit peu ma température? Simplement, je vous le disais, je vais retirer des briquettes parce que j'ai pas d'autre solution. Mon entrée d'air, si je la ferme ou si je ferme ma cheminée, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'étouffe, donc j'ai plus de flamme, donc j'ai plus d'airflow, donc je fais de la merde. Le seul moyen pour diminuer la température, c'est de retirer les braises. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. J'avais de la flamme. Avant de fermer mon couvercle, j'attends de ravoir une flamme. C'est méga important. Et c'est la dernière chose que je vous explique, c'est qu'au niveau de la flamme, pourquoi la flamme? C'est que quand le bois brûle à 350 degrés, il y a 2 substances. Et ces 2 substances, ça s'appelle le guaiacol et le syringol. Et sur 1 million de substances qu'il y a dans la fumée, il n'y a que 100 molécules de guaiacol et de syringol. Et c'est ça qui fait le pitmaster. C'est celui qui arrive à gérer en permanence son feu pour avoir le feu parfait pour sa cuisson. Mais c'est pas le tout de le gérer sur 10 minutes, il faut le gérer sur 15 heures. Parfois, et ça c'est primordial. Il faut savoir que si vous mettez à un moment trop de fumée et donc du créosote sur votre viande, votre langue, elle est capable de détecter une molécule de brûlé
parmi 1 milliard de molécules sur la langue. 1 sur 1 milliard. Vous imaginez un petit peu la sensibilité du cerveau, c'est démentiel. C'est ça qui fait la qualité du pitmaster à un moment, c'est de pouvoir gérer sur les 5-6 heures. Tout ça pour arriver à un truc qui est plus ou moins parfait. Et ça fait 30 ans et j'y suis pas encore. Merci. Avec plaisir.